Dans le système de démocratie directe que vous proposez, un citoyen ou un groupe de citoyens pourra donc rédiger, un peu comme les Suisses le font actuellement sous la forme d'une initiative, une proposition de loi qui fera l'objet de discussions et délibérations au sein de son agora. Oui, il y a une différence de taille avec la Suisse, c'est que dans notre système de démocratie directe, il existe une infrastructure permanente dédiée à cette démarche et constituée par le réseau des 12 000 agoras répartis sur tout le territoire. Il n'est donc pas, il ne sera jamais obligatoire de déclencher une procédure spécifique dans la mesure où chaque projet de loi est automatiquement enregistré par la Commission centrale législative et qu'il est ouvert, ce projet de loi, à la consultation générale et également à l'implémentation des signatures. Le projet de loi est ensuite envoyé pour présentation, délibération et votation dans les agoras lorsqu'il aura obtenu le nombre de signatures requis. Sinon, il reste en attente pendant un certain temps, restant d'ailleurs à déterminer. Par ailleurs, si le projet de loi obtient le nombre de signatures requis, il n'est pas présenté que dans l'agora où il a été déposé, mais il est envoyé dans tout le réseau des 12 000 agoras. Les Suisses considèrent que l'initiative rédigée initialement doit être encore mise en forme, améliorée dans sa rédaction, pour qu'elle corresponde au canon d'un texte soumis à référendum. Oui, eh bien, contrairement à cette option, nous considérons que le rédactionnel d'un projet de loi doit rester libre. Personne n'a la légitimité pour modifier la formulation d'un projet de loi. Les citoyens sont seuls juges pour donner ou non leur signature, puis voter ou non le projet. Le seul rôle de la Commission centrale législative, c'est de vérifier si le projet de loi impacte une ou plusieurs autres lois existantes, et dans ce cas, son rôle, c'est de demander à l'auteur de le requalifier en projet de loi modificative ou abrogative. On voit donc que c'est une intervention purement technique et factuelle. Pourrait-on imaginer les étapes suivantes? Premièrement, un groupe de citoyens rédige ce qu'on appellera une initiative, sous la forme d'une première version du texte. Deuxièmement, ce texte est amélioré dans sa rédaction, sans que cela n'en change le sens, par une équipe à définir, ayant les compétences rédactionnelles et juridiques nécessaires. Non. Non, et pour les raisons que je viens d'indiquer. Mais je vais vous retourner la question. Pourquoi vouloir à tout prix améliorer la rédaction? Que craignez-vous donc si ce n'est pas fait? Bon, je pressens par avance vos arguments, mais je préfère que vous me les donniez vous-même afin que je puisse avoir le plaisir d'y répondre. J'imaginais que l'on aurait à respecter un certain formalisme commun à toutes les agoras et applicable à tous les projets de loi. Ce formalisme permettrait de s'assurer que les projets qui circulent sont bien rédigés suivant les mêmes règles, avec une formulation en français correcte, etc., comme ce qui se pratique actuellement à l'Assemblée nationale et au Sénat. On pourrait imaginer que l'on dispose d'un pool de compétences rédactionnelles et juridiques dont la vocation serait d'aider les citoyens à rédiger des projets qui respectent ces normes de rédaction, ce qui présenterait un autre avantage, celui de rassurer le citoyen quant à sa capacité à aboutir à un texte conforme sur le plan rédactionnel, même s'il n'a pas l'habitude de rédiger des textes de loi. En se faisant aider sur le moment, il bénéficierait d'une sorte de formation qui l'aiderait à gagner en autonomie pour les fois suivantes. Bon, que vous soyez sous l'influence des pratiques actuelles de l'Assemblée nationale n'est pas en soi un problème. Plus gênant, c'est le sentiment que vous donnez de considérer que le citoyen, groupe de citoyens ordinaires, n'est pas capable d'écrire un texte en bon français.
D'autant que pour une rédaction juridique, un texte rédigé en français correct n'est pas l'essentiel, l'essentiel étant qu'il soit compréhensible par tous, rationnel et rigoureux. Et ce n'est pas toujours le cas actuellement, malgré l'existence des contraintes rédactionnelles dont vous faites état. Cela étant dit, nous ne verrions pas d'inconvénient à ce que la Commission centrale législative mette à la disposition des rédacteurs des projets de loi un pool de compétences juridiques et rédactionnelles, comme vous dites, un peu à l'image de ce qui existe pour les écrivains publics. Mais uniquement à titre de conseil facultatif et sans obligation de passer obligatoirement par lui. Mais là encore, je veux répondre à la même question, que craignez-vous? Si le texte proposé est un charabia incompréhensible, il est peu probable qu'il obtienne les milliers de voix nécessaires à sa validation. Et si d'aventure il les obtenait, il risque fort d'être réduit en pièces lors de la phase de débat et au final de ne pas être voté dans les agoras. En fait, vous semblez polarisé par cette notion très répandue de formation up-down qui dénigre par avance les capacités du citoyen dit ordinaire. Il faut bien comprendre une chose fondamentale, c'est que ce citoyen dit ordinaire, c'est lui qui subit quotidiennement le poids des quelques 140 000 lois et règlements de notre corpus juridique, et pour cette simple raison, cette simple et unique raison, il est habilité à les évaluer et à les modifier. Sur un plan quelque peu différent, je vous ferai observer que de nombreuses voix de juristes, non connus pour entretenir une appartenance à un quelconque courant populiste, se sont récemment élevés pour dénoncer une crise de la loi. D'ailleurs, en son temps, l'ex-président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, l'avait exprimé, je crois, en 2005, dans ses vœux annuels. Selon ces éminents spécialistes, pourtant parfaits représentants de la démocratie représentative, les principaux maux dont souffrirait la loi sont les suivants. 1. Les lois multiples. Il s'agit de l'inflation législative galopante que nous connaissons actuellement et qui est sans doute le pire de tous les maux. Le Parlement adopte de multiples lois pour des motifs divers et variés, mais les députés présents ne sont pas tous juristes. Les lois adoptées sont donc souvent mal écrites, incompréhensibles ou inapplicables. Deuxième problème, les lois jetables. En effet, les politiques voulant inscrire leur nom dans le marbre de l'histoire s'empressent de faire adopter une loi qui portera leur nom. Puis, on s'aperçoit que la loi a été mal écrite, il ne reste donc plus qu'à la jeter, le plus souvent elle reste inappliquée. Troisième dérive, les lois émotives. C'est une tendance forte, voire déferlante actuellement, qui emporte tout sur son passage. Elle consiste à vouloir légiférer systématiquement dès qu'un problème survient, avant même que les causes du problème soient connues. Une fois l'émotion passée, si la loi a été adoptée, on s'aperçoit souvent, là encore, que prise dans l'urgence, elle a été mal écrite. Quatrième problème, les lois dites molles. Ces lois sont aussi appelées des neutrons législatifs. Ce sont des lois sans contenu obligatoire, qui ne vont donc avoir aucun effet en pratique, elles sont liées au problème des lois jetables et émotives. Dans ce même ordre d'idée, la notion de sécurité juridique est apparue depuis peu. La Cour européenne des droits de l'homme, n'ayant quant à elle appliqué dans ses arrêts du 26 avril 1979 et du 22 septembre 1994, en exigeant précision et prévisibilité de la loi. C'est ainsi que la sécurité juridique tend à devenir un véritable principe du droit qui aurait pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs de ce même droit, et en particulier les incohérences, la complexité des lois et règlements, leur changement trop fréquent, tout cela créant ainsi un phénomène d'insécurité juridique. Il est à noter que la France, pays se proclamant champion de la liberté, le principe de sécurité juridique ne figure pas explicitement dans la Constitution du 4 octobre 1958. Seule figure, par l'intermédiaire de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le droit de sûreté qui s'inscrit dans le préambule de la Constitution. À ce titre, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme place la sécurité parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression.
sans que nous puissions imaginer raisonnablement que les rédacteurs de l'époque y aient inclus consciemment ce type très particulier d'insécurité, l'insécurité juridique. Bref, je conclurai par une idée très simple. Laissons les citoyens écrire eux-mêmes la loi avec leurs propres mots. Cela ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Mais cette question du formalisme rédactionnel me paraît quasiment indépendante de la question du nombre très impressionnant de textes de loi et de leur pertinence. Loi jetable, émotive, molle. C'est indépendant et lié en même temps. Si les lois sont trop nombreuses et souvent non pertinentes, c'est aussi parce qu'elles sont mal écrites, comme je le disais, ce qui me semble accréditer le fait que la soi-disant normalisation des textes législatifs n'aboutirait pas forcément à une meilleure rédaction de la loi. S'agissant du nombre de textes, je voudrais vous témoigner du fait que j'ai dû moi-même me plonger plusieurs fois dans le Code civil et dans le Code général des impôts ces dernières années pour des raisons personnelles, et je n'ai pas été gênée par le nombre d'articles. D'une manière générale, le nombre des lois est sans doute problématique, mais il ne l'est véritablement, à mon avis, que si beaucoup de textes ne sont pas pertinents, c'est-à-dire contraires à l'intérêt général, ou s'ils sont flous. Alors, je laisserai de côté pour l'instant votre référence à la notion d'intérêt général, dont j'ai déjà abondamment parlé, et dont le questionnement nous emmènerait trop loin. Ce qui est clair, à mon avis, c'est que le nombre de lois est trop élevé, leur contenu trop complexe, parfois contradictoire, et incessamment variable, ce qui ajoute au climat d'insécurité juridique, comme je viens de dire. À Démocratie Directe et Résilience, nous considérons que les lois doivent être simples, claires, concises, peu nombreuses et stables. Nous connaissons par cœur les objections à ce postulat, à savoir que notre société est plus complexe que la société carolingienne, qu'il faut donc plus de législation que du temps de la loi salique. C'est naturellement un faux argument, parce qu'en réalité, si la loi actuelle est nombreuse, complexe et variable, c'est parce qu'elle est écrite sous la pression des lobbies divers, qui veulent en permanence se rendre la vie toujours plus facile par l'édiction d'une énième réglementation en leur faveur. Bon, je veux bien vous accorder que ceci est une position subjective. Ce qui est objectif, en revanche, c'est que le système représentatif a créé une usine à loi, qui s'appelle l'Assemblée nationale, avec des salariés, les députés, chargés de faire tourner cette usine à plein régime. Dans ces conditions, c'est l'organe qui crée la fonction, et non pas la fonction qui crée l'organe, comme le veut la biologie. En démocratie directe, il n'y a pas d'usine à loi. Et l'avenir dira si la loi élaborée de cette manière, telle que nous la proposons, sera plus ou moins nombreuse, plus ou moins complexe, etc. Nous ne faisons pas de pronostic, nous souhaitons simplement que ce soit le peuple lui-même qui décide de l'ambiance législative et pas une poignée de salariés de l'État.